Si vous vous rappelez bien cet été, on a beaucoup parlé dans les médias d'une potentielle vente d'AlphaTauri. L'équipe n'est pas du tout performante depuis 2 ans, et surtout elle fait perdre beaucoup d'argent à Red Bull, et pas qu'un peu. Pourtant c'est pas ce qu'ils ont fait. Et au contraire, ils reviennent en 2024 avec un tout nouveau projet qui devrait tout changer, et qui surtout pourrait les rendre bien plus dangereux que ce que tout le monde imagine. 1 milliard d'euros, c'est ce qui a été demandé pour acheter AlphaTauri. Ouais, je comprends pourquoi ça en a refroidi plus d'un. Oui, surtout pour une équipe qui, depuis la nouvelle réglementation, est perdue à l'arrière de la grille, mais qui surtout a perdu son essence même. Essence, carburant, t'as capté essence? T'as capté? Ouais, non, dis rien, c'est mieux, je crois. Hein. D'accord. Plus sérieusement, il faut comprendre quel était le but de Toro Rosso en 2006 pour comprendre pourquoi AlphaTauri n'avait pas de sens. Ou du moins pourquoi c'était très mal exécuté. Si vous avez vu ce short là, vous êtes déjà un peu familier avec l'histoire de AlphaTauri, Toro Rosso, Minardi, et pour les autres qui connaissent bien la Formule 1, vous savez déjà comment ça s'est passé. Mais toujours un petit rappel, ça fait du bien. Quand Red Bull arrive en F1 en 2005 par le rachat de Jaguar Racing, ils rachètent également Minardi pour en faire leur deuxième écurie, la Scuderia Toro Rosso, à partir de la saison 2006. L'objectif il était simple et il a toujours été clair et assumé, et retenez bien ça parce que par la suite il va complètement être oublié, former les jeunes pilotes pour qu'ils puissent un jour jouer le titre avec Red Bull. Ah oui, là on commence à penser au Gasly, Albon, Tsunoda. Oh, t'inquiète pas, on va revenir dessus après. Hein. L'ambition n'a jamais été de gagner, ce qui est plutôt bizarre dans un sport compétitif où normalement chacun il veut gagner le titre quoi. Mais ça c'est parce que Toro Rosso c'est juste un pion dans la réussite de Red Bull. Sans eux ils sont pas là, hein. Leur importance elle est capitale dans la stratégie. Pas de Vettel 4 fois champion du monde, pas d'Daniel Ricciardo, pas de Carlos Sainz parce que tout le monde passe par Toro Rosso avant. D'accord, mais ils auraient pu les faire passer chez Red Bull et les former là-bas, non? Oui, c'est une solution, comme McLaren par exemple. Hein. Et l'avantage d'avoir une autre équipe, hein, et même s'il y a des contre-exemples qui peuvent le prouver, c'est que tu peux mieux former tes jeunes pilotes parce qu'ils sont dans un contexte complètement différent. Faire une erreur sera bien plus pardonnable si tu l'as fait chez Toro Rosso que chez Red Bull. Rappelez-vous juste le crash en pré-saison à Barcelone de Gasly en 2019 pour vous en convaincre. Ouais, c'est vrai que dans la Toro Rosso, c'est pas le même défoulement médiatique. Hein. Dans la petite structure, t'as plus de contact humain. L'environnement de travail, il a moins de pression. Ça te sert de transition douce entre la Formule 2 et la Formule 1. Ouais, mais tu te prépares direct à affronter l'adversité, la lutte pour le titre. Bon alors de 1, en 2006, Red Bull ça gagnait pas. Ils sont même fait battre en 2008 par Toro Rosso, c'est dire. Et puis en catégorie inférieure, t'inquiète pas que les pilotes, ils sont déjà pas mal de compétition et suffisamment de pression. Tout ça pour dire qu'à l'époque, il y avait un objectif clair quand Toro Rosso est né, former les jeunes pilotes pour les aider à gagner chez Red Bull. Et ça, ils y arrivaient notamment parce que la voiture, elle avait les performances qu'elle devait avoir. C'est-à-dire? Bon, à peu près la 7ème place. Ouais, c'est pas fou, comment tu peux te satisfaire de ça? En fait, rappelle-toi, c'est pas important qu'elle soit devant. Tant que t'es dans le peloton, tu peux te battre avec d'autres écuries, c'est bon. Et en vrai, ça a quasiment toujours été le cas. Oui, les premières années, c'était plus compliqué, c'était un peu plus en retrait, mais parce qu'il fallait développer la structure et parce qu'il y avait plus d'équipes sur la grille. Mais si on regarde entre 2014 et 2017, ça a toujours fait 7ème chaque saison. Sauf qu'à partir de 2019, les choses, elles commencent à se compliquer. Légèrement. Ou peut-être un peu beaucoup, mais ça, ils le savaient pas encore. Et c'est assez contre-intuitif d'ailleurs, parce que 2019, c'est leur meilleure saison. Ils finissent 6ème. Bon, c'est juste une place du mieux que d'habitude, je vois pas la différence. Oui, c'est vrai, et puis bon, en vrai, on peut se dire que ça a surtout été bien aidé par les podiums de Daniel Kvyat au Grand Prix d'Allemagne et de Pierre Gasly au Grand Prix du Brésil. Mais il s'est aussi passé quelque chose d'autre cette année-là, le départ de Daniel Ricciardo chez Renault. Et là, faute d'avoir un autre pilote, ils mettent Pierre Gasly dans leur voiture. Et en vrai, sur le coup, c'est pas plus déconnant que ça, hein, parce que comme je l'ai dit, ils n'ont pas d'autres pilotes. Et puis en 2018, Gasly, il fait une très belle saison avec Toro Rosso. Mais c'était beaucoup trop tôt. Et son team principal, Franz Tost, il le savait déjà. S'il le savait, pourquoi il ne l'a pas empêché? Oh alors t'inquiète pas qu'il l'aura dit, hein. Mais c'est pas lui qui décide. Et puis surtout, c'était pas prévu que Ricciardo y parte. Comme Vettel en 2014, hein, c'était pas prévu non plus. Donc c'est pour ça que ça avait accéléré l'arrivée de Daniel Kvyat dans leur structure. Donc comme vous le savez, Gasly, ça marche pas. Et 6 mois plus tard, ils mettent Alexander Albon. Et là non plus ça marche pas. Horner et Marco dans le bureau, ça devait se regarder mais comme ça, hein. Et puis le second moment où ça a commencé à devenir encore plus compliqué, c'est 2020. Albon ça marche pas, il le vire en fin de saison. Et dans le même temps, Toro Rosso qui est devenu AlphaTauri, ça marche encore mieux. Ils finissent 7ème certes, mais ils prennent une victoire et pas n'importe laquelle messieurs dames. Mais surtout, il faut regarder le nombre de points dans le classement. Parce que c'est pas pareil de finir 7ème à 40 points que 7ème à 110 points. Maintenant, AlphaTauri ça commence à jouer avec les gros du midfield. Et donc, c'est bien non? Je vois pas le souci. Le souci, c'est que c'est pas du tout la philosophie de l'équipe. Ouais, mais on s'en fout, c'est encore mieux pour les jeunes pilotes, justement. C'est là qu'on a un petit problème, quoi, hein. Parce que est-ce que Gasly et Kvyat en 2020, tu peux encore les considérer comme des jeunes pilotes? Gasly, je veux bien, hein, c'est que sa 3ème saison en Formule 1, sauf que c'est la fameuse 3ème saison où après il est censé faire le jump pour les chez Red Bull. Sauf qu'ils ont pas du tout, mais alors du tout l'intention de le rappeler. Kvyat, il est là depuis 2014, donc jeune pilote, je sais pas si c'est la bonne définition. T'as qu'à faire sortir Kvyat et garder Gasly dans ce cas-là. Alors oui, c'est la solution qui a été envisagée par Red Bull, hein, mais tu règles pas le problème, pas du tout même. Pourquoi tu gardes Gasly? Alors que c'est clair que tu vas jamais refaire de lui un pilote Red Bull. Parce qu'il est bon et qu'il rapporte des points AlphaTauri. Oui, donc il devient le leader d'AlphaTauri. Oui. Alors qu'ils sont censés former des jeunes pilotes dans cette équipe. Oui. Donc tu admets que AlphaTauri c'est devenu une équipe qui n'est plus là juste pour former des jeunes pilotes, mais pour aussi performer. Oui. Oui.
Oui, là forcément il y a un problème, en effet, oui. En fait, c'est toute l'idée derrière le projet d'AlphaTauri. C'est créer une sorte d'hybride entre une écurie formatrice, mais aussi une équipe capable de bien se placer dans le classement. Le meilleur des deux mondes, quoi. Ou peut-être le pire des deux mondes. Parce qu'en étant désormais à la lutte avec les autres, tels que Renault à l'époque ou même McLaren, il faut suivre le développement de la voiture. Et non pas qu'ils ne le faisaient pas avant, hein. Mais ils commencent à demander de plus en plus d'autonomie. Parce qu'ils aimeraient bien pouvoir faire leur voiture comme bon leur semble. Attends, je te suis pas là, ils faisaient pas leur voiture avant? Ah si, bien sûr, hein, mais sur la base de la Red Bull de l'an dernier. Attends, mais c'est bien ça, non? Ça leur apporte des pièces d'une voiture qui est super performante, ça leur fait gagner du temps. Bah si sur le papier c'est bien, je suis d'accord. En réalité c'est un peu plus compliqué que ça. D'une part, il y a les délais de réception, parce que ce sont les pièces de la voiture de l'an dernier, donc ils les récupèrent qu'en fin de saison. Et eux, dans le même temps, pendant la saison, ils ont développé une nouvelle voiture. Donc faut recommencer à réajuster tout ça, faut faire en sorte que ça matche bien les unes avec les autres, et ça fait perdre du temps. Parce qu'une voiture, comme je vous l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, c'est un ensemble de pièces qui sont censées fonctionner relativement les unes aux autres. Donc c'est pas simple d'apporter juste une pièce et de se dire « Oh ça va marcher ». Red Bull, au vu des performances d'AlphaTauri, leur donne de plus en plus d'autonomie, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la nouvelle réglementation de 2022. Et là, ils ont pu faire une voiture qui a été bien plus pensée par leurs soins, sauf qu'elle est complètement éclatée. De jouer la P6, ils se retrouvent à la P9. Et heureusement que Williams et Haas existent, parce que sinon c'est dernier à chaque fois. Hein. Oh, cette saison, ils étaient derniers jusqu'au Qatar, 17ème course de la saison. Ah ouais. Toujours pas mieux quoi. Non, toujours pas mieux, et ça la fout vraiment mal, parce que former les jeunes pilotes, on l'a vu, c'est leur seul objectif, mais là maintenant, en plus de ne plus savoir faire ça, ils savent même plus performer. Mais bon, c'est un petit coup de mou, peut-être que ça va aller mieux dans quelques saisons. Quelques saisons? Mais on est où là? On est au Club Med? Tu crois que les actionnaires ils ont que ça à faire d'attendre? Ils ont du chiffre à faire eux. Non, en réalité, c'est surtout que cette vision hybride, elle tient pas la route. L'autonomie, elle est pas complètement totale en fait. Ça s'émancipe un peu, mais ça laisse pas tout faire, mais ça laisse faire certaines choses. Enfin, c'est flou. Et puis tu veux mettre des pilotes qui sont capables de jouer dans le midfield, d'accord, mais tu laisses un Tsunoda qui n'a que 2 saisons dans les pattes, accompagné d'un prétendu pilote expérimenté, avec une seule course en Formule 1 dans son CV. C'était juste pas cohérent. Donc pour sortir de cette ambiguïté qui en réalité fait juste mal à la tête de tout le monde, Red Bull en 2024, ils ont dit stop. Maintenant, on va tout changer. Oh, la petite ref, la dernière vidéo, tu crois que je t'ai pas vu là, hein? Oui, écoute, c'est pas de ma faute si tout le monde veut tout changer en ce moment, c'est la Formule 1. Alors si la question a longtemps été de savoir est-ce que ce sera Adidas ou Hugo Boss qui va devenir le team sponsor principal de l'équipe, on va recommencer, allait devenir le sponsor titre de l'équipe, en réalité dans les coulisses, il s'est passé d'autres choses bien plus importantes que ça. Parce que de toute façon au final c'est ni l'un ni l'autre le sponsor titre, il n'y a pas de sponsor titre, c'est Racing Bulls maintenant. Et oui, on dirait une version Wish de Red Bull dans le nom, hein. Là on dirait qu'ils n'ont pas les droits. Enfin bref, accrochez-vous bien, parce que si en 2020 le but d'AlphaTauri c'était d'avoir le plus en plus d'autonomie, en 2024, Racing Bulls, le but c'est d'avoir de moins en moins d'autonomie. Voilà. Ah, on a dit qu'on faisait peau neuve pourtant, non? Ah oui, on a dit on rompt avec l'existant. Ils ont vu qu'aller dans un sens ça marchait pas, du coup on va dans l'autre. Alors première chose, on change le board. Franz Tost part à la retraite, maintenant on met des jeunes, d'accord? Non, c'est faux, il n'y a pas de jeunes. De toute façon j'ai dit il n'y a plus de jeunes pilotes, il n'y a plus de jeunes. C'est Laurent Mekies qui va prendre son rôle de team principal désormais et Peter Bayer son rôle de directeur exécutif. Ah, mais c'est pour ça qu'il est parti de chez Ferrari. Mais par contre, il y a un truc que j'ai pas compris, pourquoi il y a une personne qui est remplacée par 2 personnes? C'est quoi cette histoire? Bon, en fait, jusqu'à présent, Franz Tost, il y avait 2 casquettes, hein, il gérait un peu le côté sportif et le côté business de l'équipe, et c'est un peu un mode de management à l'ancienne, c'est encore le cas chez Mercedes ou chez Red Bull encore. Mais aujourd'hui, les nouvelles organisations, elles se dotent souvent de 2 dirigeants afin de mieux séparer les activités pour avoir plus de performance dans chacun de ces 2 domaines. Sachant que de toute façon, ils étaient pas bons dans aucun des deux, ça peut que leur faire du bien, hein. C'est le cas par exemple chez Sauber, ou plutôt Steak F1 Team Kick Racing, Kick Sauber, et voilà, j'arrive jamais à le dire, avec Eleni Bravi du côté sportif et Steidl en tant que CEO, où on peut encore penser à Alpine avec Bruno Famin côté sportif et Philippe Krief côté business. Ok, c'est cool, mais ça n'a pas créé des ingérences, ce genre de situation? Oh ça on peut vraiment jamais le savoir en avance, hein. Mais on peut se dire que Mekies et Bayer, ils ont travaillé ensemble à l'époque, quand ils travaillaient à la FIA entre 2014 et 2017. Ça devrait aller, hein, on leur souhaite en tout cas. Et puis Mekies c'est pas un nouveau venu, hein, ici, il a déjà été ingénieur chez Minardi et ingénieur en chef de Toro Rosso jusqu'à 2014. D'accord, en retour à la maison en fait. Du coup ça c'est la première étape. Mais la deuxième, elle est vachement plus intéressante. Parce qu'on a dit qu'ils auront moins d'autonomie. Ok. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, Marco, il a été très très clair. À partir de maintenant, le bricolage maison, c'est fini. Ils vont récupérer tout ce qui est possible de récupérer sur la Red Bull. Et c'est clairement officiel, hein. On ne se cache pas. D'ailleurs, Toto Wolff, il a dit que pendant une commission au Formule 1, les gens d'AlphaTauri, ils ont été très très clairs en disant à tout le monde, on va prendre tout ce qu'on peut récupérer. En fait, Horner et Marco, ils parlent de meilleure synergie entre les 2 structures. Ok, qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement? Disons que si jusqu'à présent ils récupéraient certaines pièces de la Red Bull, c'était souvent celles de l'an dernier, et de 2, c'était pas forcément bien intégré. Donc à partir de maintenant, on travaille encore plus main dans la main et on va faire les courses ensemble. Et là, vous allez voir, on va aller voir dans le règlement,
Et c'est plutôt intéressant ce qui va se passer. En Formule 1, il existe 4 types de pièces. Les Listed Team Components, qui correspondent en gros aux pièces que tu dois créer toi-même et que tu ne peux pas partager avec d'autres équipes. Les Standard Supply Components, les pièces standardisées obligatoires pour tout le monde. Les Transferable Components, qui comme son nom l'indique, sont des pièces que tu peux transférer d'une équipe à l'autre. Et enfin les Open Source Components, ça ce sont les pièces que tout le monde peut créer, mais c'est obligatoire de les rendre publiques avec tous les fichiers, toutes les petites structures. Bref, pour faire en sorte que tout le monde puisse les utiliser. Bien, maintenant que vous savez ça, vous devez savoir autre chose sur le règlement. Une voiture de Formule 1, elle est divisée en 13 parties dans le règlement. Et dans chacune de ces catégories, on retrouve des sous-parties. Exemple, la partie 4 du règlement, c'est sur la suspension. Comme sous-partie, on retrouve suspension avant, suspension arrière, etc., etc. Ouais, ok, j'ai compris, ouais. Et au total, on a 73 sous-parties. Alors certes, elles se valent pas toutes de la même manière, vous allez voir après. Mais parmi ces 73 sous-catégories, vous pensez qu'une équipe de Formule 1, elle est obligée de faire combien de ces sous-parties? Elle-même, toute seule, comme une grande? Bah franchement, je sais pas, la moitié, 30, 40, quelque chose comme ça. 11, soit 15% de ta voiture. Non mais tu t'es trompé, c'est pas possible. Seulement. Bon après, voilà, j'abuse, hein. C'est pas 15% de ta voiture. Sur le tableau, c'est 15%, mais dans les faits, c'est pas 15%. Parce que dans les parties que tu es obligé de faire toi-même, il y a l'aéro. Évidemment, tu peux pas transférer tes parties aéro d'une voiture à l'autre. Donc c'est bien plus que ça, hein. Ah oui, d'accord, oh là, heureusement, parce que putain, tu t'en perds un peu, parce que là, je me disais, waouh, quand même. Mais il faut se dire que 30% de ces sous-catégories, c'est des pièces standardisées, 23% de l'open source, et 32% c'est du transmissible. Alors perso, j'étais assez surpris de savoir qu'il y a autant de pièces qui sont standardisées et open source pour une écurie de Formule 1. Je pensais vraiment qu'ils devaient faire beaucoup plus de choses eux-mêmes. Et bon voilà, comme je l'ai dit, tout le travail aéro, que ce soit le plancher, et il est super important maintenant avec l'effet de sol, bah ça évidemment, tu le fais toi-même, et c'est le gros du travail en soufflerie, en CFD, etc. Et du coup, ils peuvent récupérer quelles pièces chez les concurrents? Après voilà, on retrouve l'ensemble des suspensions avant et arrière, tout le système hydraulique, le moteur, bon bah de toute façon lui, bah soit tu l'achètes, soit tu le fais. Mais les freins par exemple, c'est open source. Donc à l'époque, quand on disait que les freins de la Renault c'était nul, mais ils avaient juste à regarder le dossier et prendre le fichier pour avoir les mêmes freins que la Red Bull et les adapter à leur voiture, hein. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, après à la limite ça, AlphaTauri le faisait déjà, hein, mais ce qui va changer, c'est encore autre chose. Et en vrai, on l'a déjà vu sur cette fin de saison, c'est le fait que AlphaTauri vont récupérer, enfin du coup Racing Bulls, ils vont récupérer les pièces actuelles de la Red Bull. Et c'est pour ça qu'en fin de saison, ils ont récupéré la suspension arrière. Et comme par hasard, et ben là, ça marchait mieux, hein, comme par hasard. Je dis pas que c'est l'unique raison de leur bon résultat, mais c'est bizarre, hein. Ils ont pris la suspension arrière, ça a marqué beaucoup de points, et ils ont fini 7ème. Bah oui, là forcément, ça aide. Et c'est justement là le deuxième point super important, la fameuse meilleure synergie entre les deux structures. Bah oui, parce que c'est parce que tu me disais ça justement que ça allait ralentir de récupérer les pièces de la Red Bull. Oui, clairement. C'est pour ça qu'ils vont changer la méthode d'incorporation de ces fameuses pièces. Parce que Peter Bayer, il le dit, justement, jusqu'à présent, visiblement, ils faisaient pas tout ce qui était possible de faire. Donc maintenant, ils ont bien lu le règlement et ils vont partager toutes les datas qu'ils peuvent partager. Ils vont leur donner toutes les indications qu'il faut pour que la suspension avant, suspension arrière, transmission, tout ça, ça soit incorporé de la meilleure manière possible pour que la voiture, elle marche. Ok, mais c'est légal ça, genre ils peuvent ramener des ingénieurs de chez Red Bull chez AlphaTauri, genre? Enfin, Racing Bull. Eh bah... Oh, de toute façon, ça m'étonnerait pas, hein. Ils ont cherché avec le budget de cap, ils sont donc capables de tout, hein, ces mecs-là, hein. C'est pas au PMU, là, hein. On se calme. J'allais donc dire. C'est là où la concurrence, elle commence à trembler. Parce que dans le paddock et même dans les médias, on a encore en tête l'histoire des Mercedes Rose. Et si vous étiez pas là en 2020, c'est Racing Points, anciennement Force India, nouvellement Aston Martin, qui avait tout simplement récupéré un maximum de pièces sur la Mercedes, et accessoirement beaucoup de photos, hein, sur la Mercedes championne du monde en 2019 pour, grosso modo, la copier. Qui fait qu'ils se retrouvent avec une voiture qui était tellement performante que tout le monde est devenu jaloux. Voilà, tout le monde est en mode, mais c'est pas juste, pourquoi ils sont rapides et pas nous? Est-ce pas Alpine? Enfin, c'était Renault. Toujours eux. Alors déjà, pour contrer ça, on peut reprendre l'argument de Christian Horner qui disait que de toute façon, tu regardes McLaren, tu regardes Aston Martin, tout le monde copie un peu la Red Bull parce que c'est la voiture la plus rapide. Donc si AlphaTauri le fait, c'est comme les autres quoi. Bon, dans un sens, il a pas tort, hein. Oui, clairement, il y a des inspirations chez tout le monde. Sauf que tout le monde n'a pas la suspension avant et suspension arrière de Red Bull. Et forcément, ça va influencer ton développement. Même si on te donnera pas les plans directement, il y a un moment donné, t'as une base, t'as une structure, et bizarrement, sûrement que si tu fais le même concept que Red Bull, ça devrait marcher de manière plus ou moins similaire. Et c'est là, messieurs, dames, où la très grande et puissante FIA, non, c'est faux, je sais pas pourquoi je dis ça, intervient en disant que de toute façon, il y a des choses qui sont mises en place et des contrôles, et ça ne pourra pas se passer comme ça. Heureusement qu'ils sont là, merci beaucoup, monsieur le gendarme. Donc non, de toute façon, réglementairement parlant, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire, bien évidemment, et envoyer des ingénieurs de chez Red Bull, chez AlphaTauri, c'est interdit. Comme il y a d'autres choses qui sont interdites, le partage de réglages sur certains circuits, ou encore les logiciels pour la soufflerie, pour avoir des meilleures méthodes de travail, etc. Et puis de toute façon, Red Bull, ils n'ont pas d'intérêt à franchir la limite. Parce que Racing Bull, le but, non, et pas Red Bull, non, faut pas se tromper, hein, c'est tricky, hein. Le but, c'est pas qu'ils deviennent d'un coup deuxième du derrière Red Bull. Non, ils veulent juste qu'ils reviennent dans le midfield, parce qu'il y en a marre qu'ils perdent de l'argent. Ah ouais, donc tout ce bazar-là, juste pour plus être dans le rouge, quoi. Oh bah tu sais, je suis pas leur comptable, hein, mais s'ils ont pensé à une vente de l'écurie, c'est sûrement que ça devait faire mal dans les comptes. Donc clairement, Racing Bull, ça va secouer un peu le midfield l'année prochaine et dans les années à venir. Mais je pense surtout, c'est juste la mise en place et la mise en pratique concrète de ce qu'aurait dû être le projet AlphaTauri. Maintenant, on va voir si cela, ça va pas créer des polémiques, hein, parce que Toto Wolff, il a dit «
oh, ça va aller. Mais lui, parce qu'il n'est pas concurrent direct, donc les Alpine, la Aston Martin, les McLaren, on va voir s'ils vont pas porter réclamation dans les prochaines semaines. Enfin, prochaines semaines, il n'y est pas encore, mais dans les prochaines années, après quelques courses. Est-ce qu'ils seront capables de recoller au top 5 et peut-être, qui sait, à moyen long terme, jouer avec les Aston Martin et les McLaren? Et bah ça, pour le savoir, je vous donne rendez-vous en 2024 et en 2025. Merci à tous, c'était Georges. Salut.